Donc, le projet concerne effectivement l'analyse de patients atteints de la COVID-19. Plus particulièrement, on utilise des techniques d'apprentissage non supervisé, donc de la dimension de réduction et du clustering pour mieux comprendre notre cohorte de patients atteints de la COVID-19. Donc, le projet, l'idée du projet, c'est qu'on sait déjà qu'il y a toutes sortes de réactions possibles à la COVID. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. On a des patients qui, atteints de la COVID, vont pratiquement pas avoir de symptômes, tandis que d'autres vont vraiment avoir beaucoup plus de symptômes, avoir une maladie qui est beaucoup plus grave. Bien sûr, la démographie des patients, leur âge, peut expliquer une partie de cette variation-là, mais nous, on s'intéresse plus particulièrement au système immunitaire, puis à voir si différentes métriques du système immunitaire peuvent nous expliquer justement la variance dans la réponse des patients à la COVID-19. Plus particulièrement, on s'intéresse à trois types de mesures. La première, c'est la quantité de particules virales dans le sang, ce qu'on appelle viral RNA en anglais. La deuxième, c'est les anticorps. Et la troisième, c'est les cytokines, donc des protéines qui servent à communiquer dans le système immunitaire essentiellement. Donc, c'est des protéines de signalement. Et on a déjà une indication basée sur des travaux antérieurs qu'il y a des interactions entre ces différentes mesures-là, des corrélations. Donc, on s'intéresse à savoir est-ce que ces trois types de mesures peuvent nous aider à identifier différents sous-groupes de patients qui ont des réponses distinctes à la COVID-19. Donc, ça, c'est la description de notre cohorte ici. On a 189 patients atteints de la COVID-19 qui ont été hospitalisés au Jewish et au CHUM à Montréal. On a donc deux hôpitaux. Afin de avoir la même échelle de temps pour chaque patient, on utilise ce qu'on appelle le Days Since Symptom Onset, donc le nombre de jours depuis le début des symptômes. Et on s'intéresse plus particulièrement à la période de 7 à 15 jours après le début des symptômes. Donc, autour de 2 semaines. Et le point spécifique qu'on utilise, c'est DSO 11. Donc, on s'intéresse, si un patient a plusieurs échantillons, ce qui peut arriver, on va conserver l'échantillon qui est spécifiquement à DSO 11 ou le plus proche de cette période-là. On a retenu 12 mesures, donc 3 anticorps, une mesure de charge virale et 8 autres analytes du plasma sanguin. Donc, on a 12 mesures en tout qui proviennent tous du plasma sanguin pour caractériser nos patients. Donc, l'outil principal qu'on utilise ici s'appelle FATE. FATE est un outil de dimension de réduction, de dimension, pardon. Donc, vous pouvez l'utiliser tout comme vous utiliseriez un PCA, par exemple. Donc, vous avez un dataset qui est en haute dimension. Vous êtes intéressé à le visualiser dans un graphique avec 2 axes. Donc, vous pouvez rouler cet algorithme-là qui va extraire 2 variables importantes que vous allez pouvoir afficher sur votre graphique. Donc, FATE a été, on a un petit graphique ici, FATE a été utilisé beaucoup dans l'analyse de cellules. Donc, vous avez par exemple un système latent de cellules où on a différents types de cellules, des cellules souches par exemple qui se spécialisent en différents types de cellules. Et là, chaque cellule va avoir une expression génétique à un temps donné qui vous donne un dataset en très, très haute dimension qui est dur à visualiser, à conceptualiser. Donc, vous pouvez appliquer FATE là-dessus pour obtenir une visualisation en basse dimension de ça qui va, dans une certaine mesure, refléter le système initial qu'on ne peut pas observer, mais qui a servi à générer les mesures dans le milieu. Donc, ici, on fait la même chose, sauf que notre système, si vous voulez, c'est la cohorte de patients atteints de la COVID-19 et les mesures, c'est des mesures de leur plasma. Donc, on n'a pas accès directement au type immunitaire du patient, mais ce qu'on observe, c'est des mesures du plasma et on utilise FATE pour les visualiser. Donc, voici l'embedding qu'on peut obtenir avec FATE, donc la visualisation. Ici, vous pouvez voir, chaque point correspond exactement à un patient. Et ce qui est intéressant de cette visualisation-là, évidemment, c'est qu'on peut l'utiliser comme support pour visualiser d'autres variables qui nous intéressent. Donc, la variable, évidemment, qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe avec le patient, est-ce que malheureusement il décède. Et comme vous pouvez voir juste en affichant les décès sur la visualisation, on a clairement une concentration des décès spécifiquement dans une région du dataset. En haut à droite, on voit qu'il y a énormément de points noirs. Donc, cette région-là semble être la région qui est la plus, disons, critique de notre jeu de données. Et la visualisation FATE ici nous donne une indication intéressante, c'est que si vous regardez comment les points sont distribués, bien, on a
semble avoir différents groupes. Donc, on semble avoir le groupe fatal dont je viens de discuter en haut à droite, mais en bas à droite aussi, il semble y avoir un groupe qui est un petit peu plus regroupé ensemble, mais à gauche, on semble aussi avoir peut-être deux amas supplémentaires, deux grappes supplémentaires, ce qui ouvre évidemment la porte à faire du clustering. Donc, on a aussi utilisé K-means ici pour assigner cluster à chaque patient. Donc, on roule l'algorithme de K-means sur les mesures de plasma sanguin. On obtient 4 clusters, donc un numéro de cluster par patient, et on peut visualiser nos clusters sur l'embedding Fate. Donc, on obtient nos 4 groupes ici. Donc, ça nous donne une nouvelle variable avec laquelle on peut comparer d'autres variables. Donc, on peut, par exemple, rouler un test du chi-carré pour vérifier s'il y a une association entre appartenir à un certain cluster, le décès, et ce qui correspond à la visualisation qu'on avait avant, pardon. On l'observe aussi dans les statistiques. Donc, vous pouvez regarder l'association entre le cluster 1 et la variable binaire décès, et le test du chi-carré est très significatif ici. Donc, appartenir à ce cluster-là semble effectivement substantiellement augmenter les chances de décéder. Et bien sûr, ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces clusters, c'est non supervisé. Donc, le clustering n'a pas accès au label en soi. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un certain alignement entre ce qui se passe avec le patient et le cluster qu'on est capable de dériver de leur plasma sanguin. Donc, ces clusters-là ont mené plus particulièrement à 2 projets. Le premier, c'est de caractériser plus particulièrement comment ces 4 clusters-là se comportent. Et plus particulièrement, on est intéressé à savoir, si on revient avec le slide, on a fait le cluster à DSO 11, donc 11 jours après le début des symptômes. Et on s'intéresse, disons, à la stabilité de ces clusters-là. Donc, est-ce que les clusters qu'on initie à DSO 11 ont encore un comportement ou une trajectoire différente dans le plasma sanguin à DSO 18, par exemple, ou même avant, à DSO 4. Donc, les trajectoires dans le plasma sanguin, est-ce qu'elles correspondent à nos clusters? Est-ce qu'on a effectivement identifié des patients qui ont une réponse immunitaire différente dans le temps? Donc, ça, c'est le premier projet qu'on a ici. On compare en premier d'autres labels. Donc ici, c'est pas le décès qu'on étudie, mais juste la variable critique. Donc, est-ce que le patient a eu besoin d'un niveau important de support respiratoire? Et encore une fois, on voit une assez forte correspondance avec les clusters, plus particulièrement les 2 clusters du dessus, le bleu et l'orange, 1 et 2, sont plus critiques que les autres. Ce qui est intéressant, encore une fois, ici, c'est que le cluster 2 est critique, mais n'est pas associé à décès. Donc, on a un cluster qui est critique, oui, mais qui ne décède pas, puis on a un autre cluster qui est critique et qui décède. Donc, on compare avec d'autres facteurs de risque. Donc, ça, c'est des résultats qui sont très préliminaires. On doit encore analyser le tout, mais on a effectivement certains risques qui sont associés plus particulièrement avec un cluster. On a aussi des complications qui se distribuent spécifiquement dans certains clusters. On a aussi regardé les traitements pour voir est-ce qu'un cluster aurait été formé par un groupe de patients qui avaient reçu un traitement particulier, par exemple, mais pour l'instant, on n'a rien de concluant de ce côté-là. Donc, c'est la partie temporelle dont je discutais tout à l'heure. On a créé une sorte de pipeline où on regarde à DSO 11 les patients tombent dans quel cluster, puis après, on les regroupe ensemble pour étudier leur trajectoire sur les 4 premières semaines de la maladie. Donc, la visualisation faite que vous avez vue auparavant, on avait un échantillon par patient. Là, ici, on va vraiment inclure tous les échantillons sur toute la période de temps qu'on a et on va regarder chaque groupe en moyenne se déplace de quelle façon dans la visualisation. Et on a un exemple ici. Donc, ici, on utilise juste les anticorps et on a un manifold qui représente l'ensemble du premier mois, donc une visualisation qui représente l'ensemble du premier mois de la maladie. Et on peut voir comment chaque cluster évolue sur ce manifold-là. Donc, je vous rappelle, le cluster qui était à risque était le cluster orange ici, le cluster 1, où on observait particulièrement plus de décès. Et on peut voir ici qu'il y a clairement une trajectoire différente en termes d'anticorps. Il semble en fait y avoir un certain retard dans le développement des anticorps par rapport au cluster vert et au cluster bleu. Mais ce qui est encore plus curieux ici, et une question sur laquelle on va se pencher, c'est ce cluster rose-là qui, lui non plus, n'a pas une réponse immunitaire typique, mais qui
pour une raison quelconque, n'a pas de trouble particulier avec la COVID. Donc, on a vraiment de multiples réponses en termes d'anticorps ici à la COVID-19 sur lesquelles on va pouvoir se pencher. Et voilà, ça c'est un résumé des observations. Je vous ai déjà tout décrit ça. Et le deuxième projet, très rapidement, on arrive à la fin de la présentation, c'est tout simplement de se concentrer sur ce cluster-là qui comprend beaucoup de décès, parce que oui, même s'il comprend énormément de décès, il y a quand même plusieurs patients qui ont survécu là-dedans. Donc, c'est d'utiliser spécifiquement cette cohorte restreinte-là et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces patients-là, on a des patients qui ont survécu et d'autres patients qui ont décédé, même si leur profil de placement est extrêmement similaire. Donc, voilà, on va, par exemple, étudier d'autres mesures relatives aux anticorps. Ici, on a des trends qui sont observés, mais on n'a pas encore une différence significative qui a été identifiée. Et on va regarder encore une fois les T-cells, encore une fois des trends, rien de significatif. Le problème, c'est qu'on doit acquérir plus de données sur ces patients-là, plus spécifiquement afin d'avoir des conclusions plus fermes. Et on va aussi regarder les profils de transcriptomique de ces patients-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas moi qui est en charge de cette analyse-là, mais je peux déjà vous dire qu'on observe déjà des différences quand même substantielles à ce niveau-là entre les patients du même cluster. Donc, on n'était pas capable de les différencier en termes du plasma, mais quand on pousse l'analyse avec les profils transcriptomiques, on est capable de voir certaines différences. Fait que voilà, je tiens à remercier tout le monde qui est impliqué sur le projet, particulièrement la personne qui est en charge du projet, Elsa, qui s'occupe de coordonner l'ensemble du projet, qui est premier auteur, qui fait vraiment un travail incroyable. Nos superviseurs, Daniel Kaufman, Kai Wolf dans mon cas, Dr. Moon aussi qui a donné des conseils sur le projet. Et bien sûr, je ne peux pas nommer tout le monde, mais on a énormément de personnes qui ont été impliquées à un point ou un autre dans la collecte et l'analyse de données. Donc, ça n'aurait pas été possible sans ces gens-là. Merci beaucoup. Et voilà, d'autres remerciements spécifiquement par rapport au financement de mon côté. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci beaucoup.